Et voilà. Ça diffère d'un individu à un autre. Je rappelle donc le thème du jour. J'écris pour exprimer ma douleur. Eh bien, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour. Son nom, Nabintou Baro. Nabintou Baro que je vous demande de recevoir. Et oui, Nabintou Baro, qui est donc assistante sociale de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez bien malgré la douleur? Oui, par la grâce de Dieu. Douleur, c'est donc le titre de cette œuvre. Oui. Déjà, on est frappé par la première de couverture. Oui. Un jeune homme avec un joli sourire, voilà, habillé, on va dire, en treillis. On suppose qu'il était certainement ou qu'il est à l'IMPT. Oui, C'est bien cela. c'est ça. C'est qui ce jeune homme? C'est mon fils. C'est votre fils. Oui. Et quand vous mettez douleur et que vous dites, vous écrivez pour exprimer votre douleur, c'est quoi votre douleur exactement? Dites-nous. En fait, la douleur essentielle que je vis présentement, c'est la disparition de mon fils. Il s'appelle Koulibaly Seydou Malik. Il était élève à l'MPT en classe de 3e. Il était le major de sa promotion. Il a disparu il y a 5 ans, depuis le 24 avril 2011. Dans quelles circonstances? Bon, il était à la maison avec la crise. L'MPT avait libéré les élèves et on était à la maison. Et à la veille de la rentrée à l'MPT, il est sorti pour faire des courses et il n'est plus revenu. Dans un marché qui est situé à 50 mètres de la maison. Et vous étiez où? J'étais allée voir ma mère malade à la Cité Verte. Il était avec une de mes sœurs à la maison. Mais je veux dire, quelle était l'atmosphère de la ville? Est-ce qu'il y avait la calmie? Est-ce que... Oui, il y avait la calmie. C'était dimanche, jour de Pâques. Parce que c'était quand même quelques semaines après, Oui, tout ce qu'on a connu. c'est ça, c'est ça. C'était le 24 avril, donc 11 jours ou 12 jours après l'événement. Mais bon, il y avait une certaine accalmie en effet. Puis les FSI étaient dans le quartier. Et puis c'était jour de Pâques, c'est la fête. Bon, les gens, ils pensaient plutôt à faire la prière que de faire du tort à l'autre. Mais mon fils est sorti de la maison et il n'est plus jamais revenu. Ça, c'est vraiment... c'est indescriptible. Oui. C'est indescriptible ce que Effectivement. vous êtes en train de dire. Et je veux dire, après cela, vous l'avez cherché certainement. Oui. Vous avez mené certaines enquêtes. Bien sûr. Et la police aussi. La police, la gendarmerie, le tribunal militaire, tout le monde a fait ce qu'il pouvait. Mais on n'a pas retrouvé les traces de mon enfant. Aucune trace? Aucune trace. Aucune piste? Aucune piste. Mais vous-même, quand vous analysez, on dit très souvent que les femmes ont une intuition très développée. Oui. Quand vous analysez, vous mettez ça sur le sort de quoi? Ou vous vous dites, où se trouve mon fils? Oui. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où pourrait se trouver votre fils? Bon, je me suis posé cette question à maintes reprises. Mais c'est parce que, justement, je n'ai pas une idée de l'endroit où se trouve. Mais, en tant que mère et une personne très croyante, je reçois des révélations tellement intéressantes que je dis que mon fils est en vie. D'accord, on y reviendra certainement, mais moi je souhaiterais savoir, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il était major de sa promotion, Major de sa promotion. Ce qui veut dire que c'était un élève Très brillant, brillant, oui. Il était brillant, mais c'était quoi son comportement? Est-ce qu'il avait de mauvaises fréquentations ou comment est-ce qu'il était, ce jeune homme? Un enfant agréable. Parce qu'il était Bon, quand vous même l'avez dit. adolescent, hein, 15 Oui, ans. 15 ans, oui, à peine. Mais vous avez dit que c'est mon fils, c'est vrai. Mais ce que je dis, ce n'est pas forcément le sentiment d'une mère que j'exprime. Mais je dis en tant que personne que mon enfant était un enfant adorable. L'MPT l'MPT où il a fréquenté, tout le monde parle du bien de lui. C'est un enfant pieux, un enfant respectueux, un enfant correct, et puis qui respecte les gens. Donc il avait des amis, mais en fait, bon, il était un peu réservé. Ça fait qu'il n'était pas dispersé, avoir plusieurs amis dans le quartier, non. C'était pas ça. Mais un enfant bien, tout simplement. Un enfant pieux, un enfant consciencieux, parce que là, on vient de voir son bulletin. Voilà. Je crois qu'il faut que je retrouve la page parce qu'il a eu 16 de moyenne, il était premier de sa classe. Voilà. C'est génie. Mais je vais juste savoir, madame, le jour de sa disparition, il était en tenue ou bien il était en Non, il civil? n'était pas en tenue.
Il était sorti juste en t-shirt avec une culotte pour faire des petits achats au marché. En civil, tenue civile. Oui, tenue civile. Pour préparer sa rentrée. Ouais, s'il était en tenue, j'allais dire que peut-être prendre le risque de dire qu'il est en mission. Mais si il est en civil, bon, chez moi que... Mais il est sorti en civil. Mais c'est sûr que dans le quartier, les gens le connaissaient en tant qu'élève militaire. Puisque quand il sortait de l'MPT, il venait en tenue le vendredi soir. Et le dimanche, quand il rentrait à l'internat, ils étaient en tenue. Donc beaucoup le connaissaient. Comme c'était un enfant bien, j'avais fait une confidence. Dans le quartier, on m'appelait la mère des bons enfants. Tellement mes enfants étaient corrects dans le quartier. On ne pouvait pas s'imaginer que ce genre de choses pouvait m'arriver. Ouais. Mais Dieu a voulu que ça m'arrive. Et la raison pour laquelle on a décidé de vous inviter aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport au livre. Oui. C'est d'abord la disparition de votre enfant. Votre cas n'est pas forcément isolé. Hein. Vous êtes peut-être aujourd'hui le porte-voix de toutes ces femmes ou de tous ces parents qui vivent ce que vous vivez aujourd'hui, mais vous décidez d'écrire. Qu'est-ce qui vous pousse réellement à l'écriture? Moi, j'ai écrit comme c'est exprimé dans le livre. C'est, comment dire, j'ai écrit pour exprimer ma douleur. C'est une sorte d'exutoire, voilà, en fait. C'est ça. J'ai écrit pour me faire entendre. Parce que j'ai beau essayer d'en parler, mais les gens ont facilement tourné la page. Mais en tant que mère, avec les révélations que je reçois, je dis mon fils est en vie, je dis qu'on fasse ce qu'on doit faire pour que la lumière soit faite sur la situation de mon enfant. Et c'est pour ça que j'écris. Jean-Michel. Vous exprimez votre douleur à travers un titre qui, lui, est au pluriel. Oui. Donc il ne s'agit pas d'une douleur, celle de la disparition de votre enfant, mais de plusieurs douleurs. Alors, au-delà de cette douleur essentielle qui concerne la disparition de votre fils, quelles autres douleurs s'ajoutent à votre drame ou à votre souffrance? Moi, je vous dirais que je suis une personne en permanence éprouvée, mais par la grâce de Dieu, je reste debout. Ces épreuves commencent avant ou après la disparition de l'enfant? Avant, bien avant la disparition de l'enfant. J'ai perdu mon premier fils par avant. Un enfant fortement désiré, mais il est mort à la naissance d'une détresse respiratoire. Ça a été le premier choc de ma vie. En tant que mère, j'ai été terriblement choquée. Et puis après, bon, par la suite, on a vécu d'autres épreuves intermédiaires. Et puis bon, il y a eu le divorce. Le divorce aussi qui m'a beaucoup affaibli. Au moment où l'enfant disparaissait, vous étiez, vous le dites dans le livre, hein, vous étiez en instance de divorce. Est-ce que la disparition de l'enfant vous a rapproché d'avec votre mari ou ça a été en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Non, non, bon, la décision était déjà prise. Hein. C'est moi qui ai demandé le divorce en fait. Le divorce a été fait à ma demande. Mais bon, quand l'enfant disparaît, au moment de la disparition de l'enfant, comme je l'ai dit, on était en instance de divorce. Et quelques mois après, le divorce a été prononcé. Je n'ai pas trouvé nécessaire de revenir parce que ce n'est pas pour plaisanter que j'ai divorcé, c'est pour une raison essentielle. Et la disparition de l'enfant n'a été qu'un poids sur un autre. Donc revenir ne serait pas la solution. D'accord. Je ne veux pas rentrer dans votre vie privée, sinon j'allais dire c'était peut-être l'occasion pour vous de vous mettre ensemble pour supporter cette douleur qui était peut-être de trop, qui venait s'ajouter encore à votre vie. Mais je veux dire, une fois que vous écrivez le livre, qu'est-ce que cela vous apporte réellement? Est-ce que ça vous donne plus d'espoir ou vous avez peut-être l'impression que en voyant ce livre, votre fils est vivant? Oui, j'ai écrit ce livre en fait, c'est pour partager ma positivité avec tout le monde. Il ne s'agit pas de tourner la page. Je sais qu'il y a eu beaucoup de morts dans la période où l'enfant a disparu. Mais dans mon cas, je dis, en tant que mère, j'ai reçu plein de choses et j'ai le droit de partager ça, le devoir même de partager ça avec les autres pour que chacun sache que ce n'est pas en vain que je parle et ce n'est pas en vain que je reste debout en espérant le secours de Dieu. C'est des choses que j'ai reçues, je veux partager avec eux. Et cette positivité-là, nous, on veut en savoir la teneur. C'est quoi ces fondements? Comment est-ce qu'elle se manifeste chaque jour dans votre vie? Mais cette positivité, c'est à travers ma foi, comme je l'ai dit. J'ai une forte foi. Et quand on croit en Dieu, on croit fortement en Dieu, il ne vous abandonne pas. Et je reçois plein de choses positives qui m'apaisent, qui me rassurent, qui me permettent de dire, il faut peut-être partager ça avec les autres pour que chacun sache qu'il y a quelque chose à faire. Cet enfant n'est pas mort comme ça. Alors, Madame Barraud, est-ce que, parce que je lis sur l'écran, j'écris parce que les épreuves m'ont inspiré, j'écris pour libérer mon cœur pris en otage, j'écris pour me faire entendre, pour crier au secours. Alors finalement, est-ce que écrire, c'est plus un exutoire pour vous
ou une thérapie? Vous vous libérez tout simplement ou vous guérissez? Les deux. Parce qu'on a l'impression que vous ne faites qu'évacuer, mais sans forcément... Voilà, c'est les deux. En fait, en écrivant ça, je libère mon cœur. Je partage ma souffrance avec les autres. Est-ce que ça règle le problème intérieur? Non, le problème intérieur, pas tout à fait. Mais au moins, je suis rassurée de savoir que je ne suis plus la seule à penser positivement. Tous ceux qui liront ce livre-là, certainement diront qu'il y a quelque chose à faire parce que, bon, c'est très positif mon livre. Donc déjà, ça me soulage de savoir que, bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui ont été acquises à ma cause. Maintenant, quant au résultat, à l'objectif escompté, je dis c'est Dieu qui agira. Qui sait? Peut-être que je suis tellement positive que je dis, même à travers l'œuvre là, quelqu'un peut reconnaître mon fils et lui dire, rentre à la maison, ta maman te cherche. Je suis positive, hein? Je n'attends pas forcément qu'on mette des enquêtes dans le monde entier, mais je dis, j'ai l'espoir qu'avec Dieu, quelque chose se passera en fonction de mon œuvre. On partage fortement votre positivité. Merci. Et tout à l'heure, vous parliez de révélations. Vous le dites même dans le livre, il y a des révélations qui ont été faites avant et après la disparition de Malik. C'est quoi ces révélations? Ben, avant, beaucoup de révélations ont été faites, même avant sa naissance. C'est pour ça que je dis que c'est extraordinaire ce qui arrive. C'est dur, ça c'est vrai. Mais Dieu, il ne fait pas ces révélations avec. Avant sa naissance, il savait déjà que j'allais mettre au monde un enfant très, très intelligent. Ça, je le savais, à travers les révélations. Et quand il est né, ça a été ça. De l'école primaire jusqu'à l'MPT où il a disparu, il était toujours le premier de la classe. Oui. Et puis d'autres personnes, à sa naissance même, on dit cet enfant-là, il a une tête de boss. Pour dire que, bon, c'était des révélations qui avaient été faites avant. Donc, en tant que mère, j'étais rassurée de savoir déjà que ce qui m'avait été révélé, c'est réalisé. Bon, donc quand une mère a entendu tout cela et que son enfant vient à disparaître après, je veux dire, la douleur, on ne peut pas la décrire. On ne peut pas. On ne peut pas la décrire, pas mais on peut l'écrire. On peut l'écrire. On peut l'écrire, vous l'avez fait. Ça, c'est sûr. Et les révélations en l'écrivant, on la décrit. Ça, c'est clair. En l'écrivant, la douleur, on la décrit. Madame Baron, je suis curieux de savoir si les révélations que vous avez reçues en question incluaient la disparition de votre enfant. Non, pas la disparition de l'enfant. Non, c'est à Madame Baron, monsieur. Pas la disparition de l'enfant, mais j'ai eu l'impression à certains moments qu'il n'allait pas terminer ses études à l'MPT. Oui, ça, je l'ai reçu. Il n'allait pas terminer ses études normalement, comme tout élève de l'MPT qui rentre et qui sort. Quelque chose allait se passer. Mais ce n'était pas... Moi, je ne voyais pas ça en tant que disparition. Pour moi, c'était peut-être passer des concours et puis aller dans une école plus grande ou une école à l'extérieur du pays. C'était ça. Mais disparition en tant que disparition, ça, vraiment, je n'avais pas pensé. Quelle est la position du père dans tout cela? Mais bon, bien que vous soyez séparés. Je veux dire, ça a été quoi sa réaction? Comment est-ce qu'il a agi? Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque l'enfant était en ce moment chez vous, il n'était pas avec son papa. Est-ce qu'il vous en a voulu? Bon, de n'avoir pas veillé sur le petit. Il m'a grondé un peu. Il m'a fait croire que j'étais un peu responsable en laissant l'enfant sortir en pleine crise. C'est quand même un enfant de 15 ans. J'ai compris sa position. Mais bon, j'ai accepté ça comme ça. Mais après, bon, on s'est associés pour mener les recherches. Bon, maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Il est aussi positif que vous, il garde espoir. Est-ce qu'il est convaincu que l'enfant... Parce que c'est ça votre position. Oui, et c'est ça certainement qui vous fait vivre aujourd'hui. Parce que vous êtes convaincu, mordicus, que l'enfant est encore en vie. Oui. Mais bon, je ne pense pas tout à fait. Vous savez, au début, quand une telle situation se présente, vous avez beaucoup de gens pour vous aider à surmonter l'épreuve. Mais au fur et à mesure que le temps passe, bon, les gens, ils oublient et puis ils disent que ce n'est plus la peine. Donc, il y a beaucoup qui ont perdu espoir. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que son papa pense exactement comme moi qu'il a envie. Mais bon, je dis qu'on avait mené les recherches ensemble. Mais bon, je souhaiterais que son enfant soit en vie, mais je ne peux pas vous dire qu'il pense vraiment qu'il a envie. Kaya? J'ai une question. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça fait 5 ans. Oui, 5 ans. Et le temps est passé. Certaines personnes ont perdu un petit peu la motivation. C'est ça. Ont préféré essayer de passer à autre chose, comme vous dites. Comment vous, aujourd'hui, vous continuez à votre façon de mener votre enquête ou en priant, en continuant à le chercher? Est-ce que vous allez toujours déposer des photos? Comment vous faites pour continuer à le chercher? D'abord, je reste positif, comme j'ai dit. Je prie, je continue de recevoir des révélations. En fait, c'est la foi. C'est la foi, que ça me rassure. Sa question pour dire, mais si on retrouvait l'enfant un jour, si l'enfant venait à revenir à la maison, quelle serait votre réaction? Peut-être retirer tous les livres du marché ou bien, je sais pas. Vous allez continuer à écrire, rechercher d'autres douleurs? Non.
C'est un témoignage que je suis en train de faire. C'est un témoignage. Donc, même si l'enfant revient, c'est cela mon souhait, c'est pour écrire notre livre pour dire consécration. Ce qui avait été dit, ce qui avait été révélé a été réalisé. Concrètement, qu'est-ce qui est révélé? Révéler que mon enfant est là, qui reviendra même élevé. On n'a pas bien saisi ce que vous avez dit. Il m'a été révélé que mon enfant est en vie, qu'il est dans de bonnes mains et qu'il reviendra élevé. Révélé par qui? Par Dieu lui-même. C'est vrai que bon. C'est vrai que quand on n'est pas croyant, ça fait un peu bizarre. Je veux dire, pour ceux qui ne croient pas du tout en Dieu, nous, on a la chance quand même. En Afrique, oui. En Afrique, on a la chance. On a la chance de croire en Dieu, de croire en l'être suprême. Et ça nous aide à avancer, ça nous aide aussi à supporter les difficultés. Mais pour quelqu'un qui ne croit pas du tout, la personne pourrait même se demander, pour ces personnes qui sont très cartésiennes, la personne pourrait se dire, est-ce qu'elle n'est pas en train de sombrer ou de basculer dans la folie? Je suis d'accord avec vous. On dit, je délie. C'est ce qu'on dit, mais c'est le délire, hein. Ça fait quand même 5 ans. Hein. 5 ans. Ça fait quand même 5 ans, voilà ce qu'on met au point. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Donc, son corps n'a pas été retrouvé, donc cela veut dire que vous pouvez encore garder espoir. C'est vrai. Oui, Madame Barraud, je ne crois pas que vous déliriez, mais j'ai une inquiétude. Oui aux révélations, mais toutes les révélations ne s'avèrent pas toujours vraies. Est-ce que vous ne craignez pas d'être nourri, d'avoir un optimisme très nourri par des révélations qui se veulent positives, peut-être encourageantes, mais qui ne sont pas forcément véridiques? Ça peut arriver de tomber sur des révélations... les conditions dans lesquelles moi je reçois mes révélations, je suis comment dire? C'est-à-dire que dans les conditions dans lesquelles je reçois les révélations, m'amène à croire que ça ne peut être que l'œuvre de Dieu. Parce que quand on se met dans une certaine disposition, le diable n'a pas sa place dans votre vie. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas dire que, bon, ce que tu as reçu, c'est le diable qui a fait. Parce que le diable, lui, s'est dédié. Il a dit une chose bonne aujourd'hui, demain, il en dit une autre pour te décourager. Alors que Dieu est fidèle. Quand il a dit quelque chose, il l'a dit jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'en lisant votre livre, au sortir d'une lecture de votre livre, on en sort, parce que j'imagine que vous exprimez vos émotions de façon très profonde, en tant que mère, on connaît la sentimentalité maternelle. Est-ce qu'au sortir de la lecture de votre ouvrage, on a le cœur serré? Oui, il y a des mamans même qui pleurent en lisant mon livre. C'est en cela aussi qu'il faut voir ma force. Il y a des mamans qui, en lisant le livre, pleurent. Mais mon objectif est de leur faire comprendre. Il ne s'agit pas de pleurer. Il s'agit de comprendre ce que j'ai subi depuis longtemps et de m'aider, ne serait-ce qu'à travers la prière. C'est ça surtout. Surtout ce combat que... J'admire votre foi. Ce combat que je mène n'est pas mon combat à moi. Sinon, cette œuvre-là, c'est une épreuve de plus que j'ai subie. Quand vous dites ce n'est pas votre combat à vous, c'est le combat de tous les parents. De tous les parents. Le combat de toutes les mères, et en particulier des mères d'enfants militaires. C'est notre combat à nous. C'est la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire. Quel est le challenge des mères d'enfants militaires? Comment? Quel est le challenge des mères d'enfants militaires? Les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que mère éducatrice. En tant que mère d'enfants militaires, vous savez que l'MPD, c'est une école assez dure. Nous vivons des situations assez difficiles par rapport à nos enfants. Le règlement, c'est pour tout le monde, il n'y a pas que l'enfant. J'ai une de mes sœurs qui me disait, ce n'est pas tes enfants qui sont militaires, mais c'est toi-même qui es militaire. Parce que quand elle me voit la gymnastique que je fais derrière ces enfants-là, c'est dur pour une mère. Ils sont tous les deux militaires. Et j'étais toujours avec mes enfants. Je dis, accompagner son enfant dans la réalisation de son destin, c'est un devoir de mère. Moi, je pensais que vous alliez dire c'est le combat de toutes les mamans qui se retrouvent dans cette situation. Parce que, bon, les MPT, c'est les MPT, ils ont leurs règles, ils apprennent, ils communiquent la rigueur aux enfants qui entrent. Et je veux dire, au moment où ça se passait, vous l'avez dit, les MPT étaient fermés, donc on ne peut même pas mettre cela sur le compte de cette école. Mais c'est beaucoup plus les mamans qui sont éprouvées, les mamans qui ont perdu
leurs enfants, les mamans dont les enfants ont disparu. Comme le vôtre. Je pense que toutes ces femmes peuvent se retrouver, toutes les femmes même du monde, parce que souvent on a des enfants qui sont bel et bien là, mais qui constituent des poids, des fardeaux pour les mères. Effectivement. Donc c'est toutes ces femmes-là qui vont se retrouver toutes les mamans, dans ce livre. Toutes les mamans. Mais je dis un peu de pareil, c'est un cas un peu spécial. D'accord, on y reviendra peut-être. Sinon, bon, c'est toutes les mères, en particulier celles qui ont vu leur enfant disparaître. Parce que c'est un lourd, un poids assez lourd que de vivre avec, comment on appelle ça, le souci d'avoir une personne qui vous est chère et qui est portée disparue. C'est une épreuve tellement cruelle que souvent, on se dit, mais on va mourir avec ce poids si rien n'est fait. C'est vraiment difficile à surmonter. Madame Barraud, est-ce que vous avez d'autres espoirs autour de vous, d'autres enfants? J'ai 2 fils. Lui et son grand frère. Son grand frère a fait également l'école militaire, mais il était au Britannique militaire de Saint-Louis. Vous savez que votre phrase vient de nous démontrer à quel point vous êtes positive et que vous gardez espoir. Oui, on vous pose la question de savoir si vous avez d'autres enfants en dehors de lui. Vous dites avec conviction et avec le sourire au coin, j'ai 2 fils, lui et son grand frère. Franchement, les voilà, mes fils. C'est le grand qui est en kaki. Et lui, comment est-ce qu'il a pris cette nouvelle? Cette mauvaise nouvelle, comment est-ce qu'il la gère à son niveau? Ben, mon enfant est plus positif que moi encore. C'est comme si je lui avais transmis ma positivité. Il est très positif. Il ne peut même pas admettre que quelqu'un dise que son frère ne reviendra pas. Parce que lui aussi reçoit des choses grandes. C'est un enfant d'une piété extrême. Tous mes 2 enfants d'ailleurs. C'est que vous leur avez communiqué cela en fait. Certainement. Mais je dis que c'est Dieu. En fait, je n'ai été qu'un pion entre les mains de Dieu. Certes, ces enfants sont venus par mon intermédiaire sur la terre, mais c'est Dieu qui dispose tout. Donc là, je ne peux pas dire que je l'ai communiqué, je dis que Dieu a mis ça en eux. Et il est passé par nous. Alors, la maman de Malik, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Supposons que quelques jours ou quelques semaines après votre passage ici à l'émission, qu'on vous dise que votre enfant arrive ou que vous le voyez comme ça apparaître devant vous. Ce serait quoi votre réaction? Ben, d'abord, je serais... Vous allez tomber dans les pommes? Non, je ne vais pas tomber épanouie. Ou peut-être vous voulez écrire encore pour décrire votre réaction. Ça va venir, c'est mon souhait, ça va venir. Mais je veux dire que je serais tellement heureuse que, bon, je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. Mais ce qui est tu, moi je reste positive et j'attends mon enfant. Donc, tous les jours que Dieu fait, je l'attends. Ça veut dire que s'il revenait, ce sera comme si ce que j'avais dit a été concrétisé. Et ce sera avec joie que je vais vous l'annoncer. Peut-être même... Mais ça sera une très grande fête, une fête nationale. Mais bien sûr. Je serai l'animatrice. Hein. Bien sûr. Et la danseuse en même temps. Hein. Merci beaucoup. Merci. On revient donc sur ce livre Douleur. J'écris parce que les épreuves m'ont inspiré. J'écris pour libérer mon cœur pris en otage. J'écris pour me faire entendre, pour crier au secours. C'est un livre bourré d'émotions. Merci infiniment. Merci de demeurer positive. Merci de nous communiquer cette positivité. Merci. Et voilà, nos prières vous accompagnent puisque vous êtes pieuse. Et nous prions aussi pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation. La foi, c'est important dans la vie. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et bien, dans quelques instants, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Mais je veux quand même insister là-dessus. Le 22 01 00 00, c'est le numéro auquel il faudra tout simplement appeler pour prendre rendez-vous ou encore passer ici à la maison de la RTI pour nous raconter votre témoignage et passer ensuite